toum, 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 toum. Waouh! Bonsoir à toutes et à tous. Et merci beaucoup de nous retrouver pour ce direct hebdomadaire en direct depuis la Comédie Française. En bonne compagnie, nous allons jeter un coup de projecteur sur l'une des nombreuses actualités de la maison cette semaine. Une actualité plus que jamais pour tous, résidant en France ou aux quatre coins du monde, puisqu'il s'agit de tout ce que la Comédie Française offre sur la toile, entièrement gratuite. Cette programmation est foisonnante. Alors, Claudel, qui est entre ses murs une puissante figure, disait « Il ne faut pas comprendre, il faut perdre connaissance ». Alors, pour sillonner ces sentiers, pour s'y perdre, afin de mieux s'y retrouver ensuite, eh bien, j'ai le plaisir d'avoir près de moi, pour nous guider, Marine Jubin. Bonjour. Bonjour Judith. Vous êtes responsable du service éducatif, des actions culturelles, et Nicolas Lormeau. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. 526e sociétaire et artisan du premier théâtre à la table de la saison, Ruy Blas, de Victor Hugo, qui sera en ligne ce jeudi à 20h30. Alors, je disais oui au plus grand nombre ce soir, parce que voilà, nous parlons de cette programmation foisonnante qui est offerte sur la toile, sur le site d'ailleurs évidemment, où il faut voir et revoir tout ce qui se passe, comédiefrançaise.fr et la chaîne YouTube du Français. Transmettre, c'est une mission cardinale de la maison et une mission cardinale de l'acteur. De la troupe. De la troupe. Nicolas. De la troupe, l'école, c'est là où beaucoup de choses se jouent. Tout se joue. Donc là, vous parlez à une sorte de militant effréné de l'école, puisque je suis un professeur raté, je m'amuse à dire. Et c'est vraiment le combat qu'il faut mener. Et je pense que notre matière, entre guillemets, notre sujet, la pratique de l'art dramatique et la vision de l'art dramatique du théâtre, cet art vivant, immédiat et dans le présent, c'est-à-dire qui se passe au même moment, au même endroit pour tout le monde, ou lorsque des acteurs vont dans les classes rencontrer des élèves et leur faire faire du théâtre ou leur faire pratiquer le jeu. De mon point de vue, ces deux rencontres, que ce soit la rencontre du spectateur ou la rencontre du jeu avec le jeu, et les mots, la matière qui va avec, peut être totalement fondatrice de quelque chose de nouveau, révélé à des élèves, d'ailleurs souvent peu volontaires pour ça, que les auteurs sont des gens vivants, qu'ils écrivent pour faire rêver, qu'ils n'écrivent pas pour produire des questions au baccalauréat. Je m'amuse souvent à dire ça. Je dis puisque Victor Hugo, c'est l'auteur qui va nous occuper. Quand Victor Hugo écrit des poèmes, il écrit pas en pensant qu'on va les analyser 200 ans, 300 ans, 400 ans plus tard, on va dire plutôt 250, puisqu'à vue de nez, c'était plutôt au 19e siècle, donc on va dire plutôt 200 ans. Mais voilà, et quand on pratique le jeu, il peut y avoir des métamorphoses. Qui suis-je? On ose me regarder, j'ose regarder les autres et tout ça. Donc là, en l'occurrence, l'intervention scolaire ou la venue de scolaire est quelque chose qui fait partie de notre mission, mais au-delà, qui fait partie, avec Marine en tout cas, moi qui fait partie de mes convictions. C'est-à-dire que c'est pas, moi personnellement, je pense, c'est pas parce qu'on m'oblige, c'est parce que je pense que c'est totalement nécessaire, fondateur, et que voilà, on a tous en tête des représentations qui nous ont bouleversés, ou des textes qui nous ont bouleversés, grâce aussi aux acteurs, au fait de venir, d'être en vrai, d'être voilà. Donc oui, ça fait partie de notre mission, mais personne ici traîne les pieds, j'ai l'impression, en tout cas l'administrateur pas, Marine, voilà. Et puis comme j'aime à dire, grâce au travail formidable de Marine Jubin, Adèle Castelin et de quelques amis à L2, nous n'avons jamais eu, je crois, autant de spectateurs scolaires dans la salle, et nous ne nous en sommes jamais moins rendus compte. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, ça fait maintenant longtemps que je suis là, pourrait y avoir des problèmes avec certains groupes qui étaient 10 fois moins nombreux qu'aujourd'hui, et on les entendait, ils étaient là, soi-disant mal préparés, ce qui ne veut pas dire grand-chose. En tout cas, ils avaient
ils montraient leur désapprobation peut-être ou leur mécontentement d'être là parce que peut-être ils étaient pas au courant exactement de ce qu'ils venaient voir. Et maintenant qu'on a, il y a pas une représentation où il y a pas au moins une classe ou deux, et on ne le sait pas. On ne le sait pas, sauf qu'on se renseigne. Et donc ça prouve que ce jeune public est totalement intégré et qu'il est volontaire aussi pour venir, qu'il est heureux d'être là et qu'il y a l'échange se produit, et y compris avec d'autres générations. C'est ça aussi, on forme aussi nos vieux publics, puisque on prouve par A plus B que lorsqu'on prend des places à la Comédie Française et qu'on voit sur la place Colette, parce que ça se voit quand même, un groupe qui sort du métro et qui est content d'être là, ils ont 15-16 ans, et le premier réflexe, je pense, de certains spectateurs, moi le premier, de dire oh là là zut, mon spectacle est gâché, et de se rendre compte, parce qu'ils vont bouger, et de se rendre compte que pas du tout, et de se rendre compte que au contraire ça fait partie du public. Donc voilà mon rapport à l'éducation, indispensable, nécessaire, et il faut évidemment poursuivre ça, et on est très sollicité, et tant mieux. Oui, Marine, ça prend beaucoup de facettes différentes, toute cette action éducative. Et c'est vrai que le théâtre nous offre une matière formidable, littéraire, poétique, politique aussi, évidemment, historique. Donc tout ça, ce sont des moyens de tisser des choses, d'imaginer. Et Nicolas le disait, les choses ont bien changé en quoi, 25 ans, une génération en fait. Vous êtes arrivé à la fin des années 90 dans cette maison. Oui, c'est ça, oui, mais c'est pas tant les choses qui évoluent partout. C'est notre manière à nous de faire. Cette maison, elle a une histoire, il fut un temps, moi j'ai pas connu ça, mais je crois qu'il y avait des représentations en matinée, même dites scolaires. Moi-même, en tant qu'acteur, avant d'être ici, j'ai connu ces représentations un peu étonnantes. Et en fait, donc les choses bougent partout, mais aussi ici. Mais c'est un peu, je pense que ça dépend. Je pense qu'il y a encore des endroits où certaines représentations sont plus difficiles, qu'il y a pas ce lien tissé avec les établissements et les enseignants. C'est ça notre force. Oui, Combien on a d'enseignants partenaires, combien on a d'établissements partenaires en ce moment? 80. Voilà. La Comédie Française a développé à peu près 80 partenariats sur toute la France et à l'étranger, pour les lycées français notamment, qui émaillent le territoire, les continents. Donc c'est vrai qu'on a un maillage d'enseignants. Judith, vous alliez m'interroger peut-être. Oui, c'est ça, sur les enseignants, parce qu'on parle des élèves, mais je me dis qu'il y a aussi cette transmission aux enseignants qui eux-mêmes transmettent. En fait, c'est une cordée à plusieurs. Ça part toujours des enseignants, de la volonté des enseignants. Un atelier qui ne partirait pas, ou une venue au théâtre qui ne partirait pas de la volonté d'un enseignant ou d'une enseignante, c'est voué à l'échec. On n'imposera jamais rien. On ne peut que accompagner des désirs. Ouais. Alors après, on en accompagne beaucoup et on essaye de les accompagner bien, mais on ne peut qu'accompagner des désirs. Parce qu'on n'impose pas, on dit pas, bah tiens, toi, viens là, ouvre ta porte et on va venir faire du théâtre chez toi. Ça marche pas comme ça, jamais. Et c'est sans doute ça. La question des enseignants qui a beaucoup changé, je dirais en l'espace de 20 ans. Le service éducatif, il a été créé en 2006, ce qui est relativement tard dans l'histoire des théâtres et des musées. Qui, en gros, c'est Jean Zay qui crée le premier service éducatif, dit-on, au musée du Louvre. On est dans les années 30. Et à l'époque, il était à la fois ministre des Beaux-Arts, ministre de la Culture, on dirait aujourd'hui, et ministre de l'Instruction, de l'Éducation nationale. Il a ce double mandat. Et nous, ce n'est qu'en 2006 que la Comédie Française est pourvue d'un service éducatif. Et c'est vrai que l'une des grandes missions qu'on s'est données, c'est vraiment de donner une place réelle à l'enseignant. Pendant la sortie des classes, au spectacle, sur le volet formation qui est énorme à la Comédie Française, puisque c'est un chiffre idiot, mais par an, on forme 1200 enseignants. Très sympa d'ailleurs les stages, et j'y vais, ça consiste en quoi, cette formation? Plein de choses possibles. Plein de choses possibles. Alors l'idée, c'est
L'objet obligatoire, c'est le spectacle. Les enseignants viennent assister à un spectacle et autour du spectacle, on bâtit soit des rencontres avec les acteurs et les metteurs en scène, donc généralement des rencontres à 2 voix. Et puis après, il y a des formations de pratique théâtrale de voix, animées par Monsieur Lormeau. Oui, j'ai fait de la voix, j'ai travaillé sur la voix, la respiration, la lecture à voix haute. Des choses comme ça. Et pour leur donner un kit à ce moment-là, à eux-mêmes passer à leurs élèves, c'est ça un peu l'idée. Oui, sans doute un peu l'idée de dire il faut se rendre compte. Moi, par exemple, alors c'est un peu bête, mais moi comme comédien, j'ai toujours une suspicion assez forte envers un metteur en scène qui n'aurait jamais joué de sa vie. Il suffit d'avoir joué une fois. Disons, même, je lui en veux pas, même si c'est à la fac, même si c'est au lycée, mais enfin, de s'être dit, allez, merde au début, et puis le rideau se lève, et puis d'essayer d'avoir répété, et puis d'essayer tant bien que mal d'aller au bout, même une fois, et puis de se serrer la main et de saluer à la fin. Il y a certains metteurs en scène qui ont jamais vécu cette expérience. Et ceux-là, j'ai un petit peu, je me dis, il sait pas exactement de quoi il cause quand même. Mais alors après, il y en a des formidables, c'est peut-être un peu bête comme réaction. Les enseignants, par moment, certains souffrent du fait de dire je sais pas, mes élèves ne savent pas lire, je leur donne un livre, je dis tiens, lis un extrait de ça, ça annonce, on n'entend rien, ils sont là, ils tremblent, mais qu'est-ce qu'ils ont, je suis pas intéressant, je suis pas intéressante, qu'est-ce qu'il y a? Moi je leur dis prends le livre, lis devant tout le monde là. Ouais. Mets le ton. Et là, le même enseignant, il se dit oh là 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 là, mais c'est très compliqué, mais je bafouille, c'est pas grave, je mets trop le ton, je lève pas la tête, on m'entend pas. Et donc c'est juste des fois pour expérimenter que ce qu'il demande, qui a l'air d'être tout simple, en réalité d'être dans la situation inverse, c'est-à-dire oui, on me regarde, donc on va forcément me juger quelque part. Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que j'intéresse? Est-ce que rien? Ça c'est par exemple, c'est pas vraiment un kit, mais c'est de dire moi comment je fais. Comment je fais, moi, messieurs, dames? Moi, j'ouvre, je mets des bâtons, voilà, je donne mes tuyaux, simplement. Et puis, je dis, voyez les images, rêvez, mettez pas forcément le ton, ça sert à rien, essayez de sortir de l'histoire du petit chaperon rouge que vous racontiez à vos enfants quand vous avez 4 ans. Mais il y a un peu de ça quand même, donc, c'est ça, c'est ces rencontres-là, d'oser faire ce qu'ils demandent aux élèves et qu'ils pensent qui est si simple à réaliser. Moi, c'est un peu ça ma façon de faire. Puis ça nous permet de lire des beaux textes et de rigoler, de bien rigoler surtout. Et je compléterai en disant que l'objectif, c'est aussi de se faire plaisir. Moi, j'y crois beaucoup à la vertu du plaisir. Je crois que c'est une des vertus clés de l'éducation. C'est celle du plaisir. Et vraiment, j'y crois. C'est transmettre du plaisir en se réunissant et en partageant une expérience collective de spectateurs, collective et personnelle. Et puis l'autre point, c'est de travailler sur la confiance en soi, parce que c'est une chose d'apprendre l'histoire du théâtre et Dieu sait comme les enseignants sont forts pour transmettre ce savoir-là qu'ils ont acquis. Mais après, c'est une autre chose parfois d'avoir une approche un peu de côté, de biais, sensible. Et nous, c'est ce qui nous intéresse à la Comédie Française, c'est de ne pas avoir une approche doctorale. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne soit pas précis, rigoureux dans notre approche, mais en tout cas, c'est pas du tout dans notre mission d'avoir. Et là, j'ouvrirai au grand public. L'idée, je crois, de la Comédie Française, c'est de partager un amour du théâtre et de le transmettre avec la plus grande rigueur, la plus grande exigence, mais aussi la joie, voilà. Au public enseignant, bien sûr, au public jeune, mais également au public individuel, comme on dit. Et je pense que typiquement, ce type d'émission qui nous réunit ce soir participe de ce désir de transmettre. Et de montrer aussi que, à la différence, ça veut pas dire qu'on n'est pas... La différence entre un comédien ou un metteur en scène, on va dire... par rapport à un texte, à l'analyse d'un texte, c'est que les réponses qu'il apporte, c'est des choix
il n'est pas obligé de se souvenir qu'il y a thèse, antithèse. C'est-à-dire que ce qu'on voit dans un texte, on peut même prendre un point de vue et l'affirmer. On n'est pas obligé de rappeler qu'il y a un point de vue contraire possible. Ce qui est le boulot d'un enseignant. L'enseignant, il doit quand même montrer un peu il y a pas une vérité dans un texte. Il y a des possibles et il donne un peu des clés d'analyse. Or, nous, on fait des choix. Et, c'est rigolo parce que, par exemple, ces enseignants, souvent, c'est des enseignants de lettres. Et moi, j'aime bien, alors je provoque un peu, mais par exemple, mon rapport au didascalie est très particulier. Mais mon rapport à la didascalie, il est très théâtral. Il est très, quand j'ose affirmer cette chose, qui est mon obsession, la didascalie ne fait pas partie de l'œuvre. La didascalie est la mauvaise mise en scène de l'auteur. Les enseignants, il y en a certains, ils disent, même, je parle en lycée, mais ils disent, mais non, c'est pas possible, enfin, voilà, quand même. Alors, on prend évidemment un exemple absolu, si on parle de Beckett, c'est compliqué d'affirmer ça, parce que Beckett, ses didascalies, elles font 4 pages au début de chaque pièce, c'est écrit par Beckett. Mais moi, je dis non, c'est un texte intéressant, mais c'est pas l'œuvre. Alors, évidemment, c'est un peu, et par exemple pour les virgules, la façon de versifier, il y a des choses incontournables. Oui, un alexandrin, c'est 12 syllabes, mais par exemple cette fameuse césure à l'hémistiche, les renvois, on peut en parler surtout sur la langue de Hugo. Tout ça, il y a des dogmes que moi qui ne m'intéressent pas du tout et qu'ils transmettent. Alors surtout avec les grands élèves, par exemple, moi quand je dois dire, mais vous savez, les didascalies, on s'en fiche. Et puis alors les virgules, c'est des œuvres de copistes. Un auteur avant le XXe siècle n'a jamais écrit une virgule de sa vie. En tout cas, pas comme ça. À la plume, Victor Hugo, il mettait pas des astérix, il mettait des pâtés, il mettait pas les guillemets, c'est pas les mêmes. Rien n'est pareil. Ouais, c'est une manière, quand vous disiez la confiance en soi, ça se rejoint aussi. C'est-à-dire que c'est une manière de s'appartenir aussi, ce qu'on a comme matériau. Une façon de dire que ces matières littéraires qui en sont, c'est pas d'avoir un peu de culture, d'avoir de la connaissance et d'avoir des outils pour les analyser, ça c'est super. Mais elles n'ont pas été faites pour être analysées. Et donc nous on confronte en fait parce que nous on en fait de la lecture, on en fait du jeu, on en fait de la représentation. Donc on doit faire des choix. Et c'est super que les élèves, pour eux, c'est une vraie découverte. Et j'adore, moi, les discussions, des fois, que j'ai, parce qu'ils lâchent rien, les enseignants, devant les élèves. Mais comment, jamais, ça n'a pas été comme ça. Et alors, et en plus, comme ils ont fait des grandes études aussi, les profs de pas m'ont fait, mais mon petit bonhomme, c'est pas parce que t'es comédien parce que je rappelle ça. Et je fais oui, ça c'est vrai, mais et donc ça aussi c'est intéressant de voir de montrer à des jeunes gens que on découvre ça quand on est étudiant. Le point de vue critique, on va se détacher, on va tuer. Quand on est lycéen, le prof, il dit la vérité. Quand on est collégien, n'en parlons pas, et quand on est à l'école primaire, le prof, c'est comme les parents, quoi. Voilà, c'est un petit peu ça, c'est ça que je veux dire. C'est ça qui est intéressant. Et ce que je trouve intéressant, pour rebondir sur ce que dit Nicolas, c'est que la Comédie Française, par sa troupe, qui est composée d'une 60aine d'individus, tous différents les uns que les autres, n'offre jamais de vision dogmatique. Et qu'en fait, la lecture qu'a Nicolas de Victor Hugo, dont on parlera dans quelques instants autour de Ruy Blas, n'est pas forcément exactement la même que celle de Denis Podalides qui avait travaillé sur Lucrèce Borgia. Et que c'est cette pluralité de voix, d'approches qui est aussi passionnante à transmettre. Parce que c'est pas dogmatique. Il y a pas d'orthodoxie. Vous voyez ce que je veux dire? Très bien. Je pense que c'est aussi vraiment l'idée de tout ce coffre, ce contenu numérique dont on parle ce soir. C'est aussi de bousculer des certitudes, de découvrir des sentiers, d'oser. Tout ça, ça fait vraiment partie de cette offre, d'avoir un côté comme ça kaléidoscopique autour de l'objet théâtre et de pouvoir, parce que je veux dire, tout à l'heure vous allez jouer la puce, c'est un certain théâtre. Et puis hier soir vous jouiez Katsu. C'est un autre théâtre. On est lundi. Mais hier après-midi, je jouais aussi la puce. C'est-à-dire que hier après-midi, par exemple, j'ai joué et la puce et l'opéra de Katsu. C'est le même plateau, mais à vrai dire, moi-même, je le reconnais pas. Le plateau. Parce que c'est vrai que c'est 2 univers très différents. Ça, c'est une des choses que moi, j'adore à la Comédie Française. C'est qu'effectivement, et bientôt, je vais reprendre le chien en studio, et bientôt, le bourgeois gentilhomme, et qui n'a strictement rien à voir. Et donc ça, oui, ça fait partie du plaisir du jeu de l'acteur. Mais c'est vrai que sans bouger, avoir des univers si différents. Oui, sur un même plateau. Avec des metteurs en scène si différents, c'est vrai que... Et avec un rapport dans le temps comme ça extrêmement serré. C'est vrai qu'entre Lilo Bor et Thomas Ostermayer, à part l'allemand,
Il n'y a pas grand-chose qui les unit, mais je pense qu'ils s'entendraient bien. Je pense ils seraient tout à fait. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils ont tout à fait leur manière de faire, mais que ils sont tout à fait capables, j'en suis certain, d'apprécier le travail d'autres qui n'ont pas du tout la même manière de faire. Du moment que c'est bien. Oui. C'est-à-dire que nous, on s'entend tous bien jusqu'à ce qu'il y en ait un qui dise n'importe quoi, et donc là, on le reprend. Mais il y en a certes, mais en fait, c'est juste des désaccords, mais pas vraiment, mais voilà, ça peut arriver quand même. Et vous dites que vous êtes un prof raté, Nicolas, mais vous êtes professeur au Conservatoire national d'art dramatique. Oui, sur le sujet de donner envie aux élèves, aux étudiants, aux futurs acteurs, d'aller dans les écoles faire ce que je vous racontais. Donc c'est non, mais moi j'aurais été instituteur si j'avais pas réussi à être acteur. Et parce que cet engagement que vous avez aujourd'hui, il est l'écho d'une épiphanie de vous quand vous étiez. Il est l'écho d'une idée politique sur laquelle je reviens, l'école. Je rajouterais, moi, facilement publique, laïque et républicaine, parce que je le rajoute d'autant plus volontiers. C'est que l'école, on va rejoindre Victor Hugo, mais l'école, c'est l'endroit où les inégalités peuvent être bannies. Et c'est l'endroit où les gens peuvent grandir, s'émanciper, apprendre l'esprit critique, sortir. Et c'est l'endroit où tout se joue. Tout se joue. On est tous faits. On se souvient tous on a tous rencontré combien d'enseignants dans notre vie. Si maintenant l'école est obligatoire, en plus dès la maternelle, c'est super. Donc tout le monde va à la maternelle. Très bonne réforme, parce du président Macron. On va me répondre, tout le monde y allait déjà. Non, l'école est obligatoire à 3 ans et c'est le président Macron qui l'a fait. Et c'est pas rien d'affirmer ça. C'est pas rien d'affirmer que l'école est obligatoire de 3 à 16 ans. À partir de 16 ans, on n'est plus obligé d'aller à l'école, on a le droit de travailler. Donc, dans sa vie, on rencontre quoi? 3 enseignants de maternelle, 5 de primaire, 8, et après on reste, on va dire jusqu'à 16 ans, en 3e, on va dire, donc 5 fois 5. 5 fois 5, 6 profs. On a 5-6 profs au collège. À peu près 5-6 profs, voire plus. Un peu plus. Donc on en a vu 40. Allez, on a vu 40 personnes. On se souvient tous, mais très 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 bien, de 5 qui nous ont changé la vie. On s'en souvient moyennement de 10 et on en a quelques-uns qu'on a oubliés. Voilà, personne n'est parfait. Mais ces 5 dont on se souvient parfaitement, ils sont totalement fondateurs de ce qu'on est. De ce qu'on devient. Oui. De ce qu'on est, totalement. La chanson de Goldman, il changeait la vie. C'est parce que je suis très... Non, mais c'est... Eh bien, ça, avoir la chance ou la responsabilité de pouvoir réellement sortir les gens, de pouvoir les élever, de pouvoir leur donner la possibilité de lire, d'écrire, mais c'est merveilleux, d'avoir un sens critique, de se confronter à d'autres, parce que l'école aussi c'est le lieu des croisements, donc les enseignants ils organisent aussi ça, d'où je viens, de ça. Il faut casser les ghettos, il faut se brasser, et c'est ça l'école. Alors l'école elle est en difficulté, elle est malmenée, c'est difficile. J'ai une belle fille qui est enseignante. Les RH, on en parlait dans le Parisien ce matin. Tiens, les RH, mais le ministre lui-même reconnaît les RH. Non mais c'est une usine à gaz ces trucs, parce que c'est énorme, parce que c'est une entreprise aussi très grande et tout ça. Donc je ne nie pas les gros problèmes, la difficulté. C'est des gens qui sont pas assez payés. On parle, c'est vraiment je rencontre encore des profs. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis prof, mais ils friment pas avec ça. Ils disent pas, moi, je suis enseignant, mais c'est magnifique. En plus, c'est des études longues. Il faut quoi? Il faut un master pour faire prof. C'est des études longues, c'est des études difficiles, c'est des métiers difficiles, c'est des gens qui sont seuls face à 30 personnes qui sont pas forcément captivées. C'est fatigant. Donc, c'est essentiel. Et donc, peut-être que mon envie, c'était aussi parce que j'aimais bien me marier avec les jeunes, donc sur un style, c'était marrant. Mais quand même, peut-être que là, il y a une idée à défendre, en tout cas, de l'enseignement. Marine. Ça me rappelle Jean-François Stévenin dans L'argent de poche de François Truffaut avec cette lettre. Voilà. Bon, voilà. Maintenant, c'est peut-être, j'ai une approche peut-être un peu naïve de l'école, mais pas vraiment parce que j'y vais un peu assez souvent. Mais voilà, faut se battre, c'est rien. Et puis tout bouge très vite. Les choses bougent, les endroits sont mouvants, tout est mouvant. Et moi, je dis que les enseignants, il faut les aider, il faut les accompagner, mais il y en a qui le font, même, voilà, il y en a qui le font, il y en a qui se battent. En tout cas, voilà. Et pour compléter, je dirais qu'il faut faire feu de tout bois. C'est-à-dire que
Il y a la sortie au spectacle, et puis il y a aussi une programmation numérique pour toucher des publics éloignés. Programmation numérique qui est donc composée à la fois de spectacles qui sont filmés, mais aussi de rencontres. Alors dans cette programmation numérique, il y a beaucoup de choses. Je disais, c'est foisonnant. Le théâtre à la table est un des axes, une des possibilités pour ceux qui regardent cette chaîne Comédie Française sur YouTube ou sur le site de la Comédie Française, de faire des découvertes avec des textes et d'une façon, j'oserais dire, peut-être même privilégiée, peut-être même particulièrement accueillante parce que ce sont quand même les acteurs encore dans une phase de travail. Ils ont leur brochure souvent. Pas tout le temps, enfin théoriquement. Non, mais pas tout le temps. Mais je veux dire, il y a quand même, c'est un moment en fait. Alors vous me direz, quand vous êtes sur scène, c'est aussi un moment. Il y a avant, il y a après. Ce sera jamais le même soir après. Mais là, il y a cette volonté quand même de monter beaucoup de textes, voilà, d'une façon très simple. Enfin, je crois qu'il y a une sorte de vestiaire commun, voilà, pour trouver quelques accessoires, quelques habits, mais l'essentiel est dans l'incarnation du moment et de ce texte. Le premier, donc, c'est Ruy Blas, qui est diffusé ce jeudi à 20h30. Ce Ruy Blas de Victor Hugo, qui vous était pas complètement inconnu, parce qu'en 90, à Sartrouville, vous aviez déjà monté un Ruy Blas. Et ici, donc, Ruy Blas, vous êtes le directeur artistique de cette version, de cette production. C'est un texte qui répond aussi à l'une des problématiques de l'éducation nationale dans les études pour le bac technologique, voilà, maître et valet, voilà. Ah bah oui, je savais pas. Vous saviez pas? Ça s'inscrit aussi dans cette problématique. C'est comment le théâtre à la table? Est-ce que vous êtes d'accord sur cette idée de travail qui est en train de se faire aussi encore? J'en ai dirigé, je crois, de mémoire 4. Des théâtres à la table, les fausses confidences, Ruy Blas, le Sicilien ou l'amour peintre. Ils vont m'en vouloir. Il m'en manque un, peut-être. J'ai l'impression qu'il m'en manque un. Peut-être pas. Pardon, je m'excuse auprès de... Recherchez, envoyez des messages s'il y a des gens derrière qui savent que je fais. Le théâtre à la table, pour moi, c'est vraiment une idée assez intéressante au départ. C'est-à-dire que il se trouve que moi, quand je suis metteur en scène d'un spectacle, la première semaine de travail, on reste autour de la table. C'est un terme... On travaille à la table, ça, j'aime le rappeler, c'est un terme vraiment professionnel. On travaille à la table. Est-ce que vous travaillez à la table? Combien de temps vous travaillez à la table? À la table, ça veut dire qu'on a la brochure, qu'on lit, mais que le metteur en scène va un peu exposer quelle est sa dramaturgie. C'est-à-dire, de quoi parle cette pièce? Il a de l'avance, le metteur en scène, au premier jour de répétition, et l'idéal, c'est qu'il ait beaucoup de retard le jour de la première. Il a de l'avance parce qu'il a analysé, il a essayé de comprendre de quoi, de son point de vue, parle cette œuvre et quels sont les axes, quels sont les styles. Alors, son premier geste dramaturgique très important est la distribution. Il dit voilà, je te confie ce rôle. Ici, c'était pas voilà, c'est Jean Chevalier qui joue Ruy Blas et Julie Sicard qui joue la reine. Bah, ce couple-là raconte déjà quelque chose de l'œuvre, de mon choix, de ce que je pense que raconte cette pièce. Guillaume Gallienne jouant Don Salluste et Christian Gonon jouant Don César. On va citer tous les autres, mais Bakary Sangaré, Christian Hegg, Dominique Blanc, Clémentine Billy et Michel Villermoz. Voilà, Michel Villermoz qui joue donc Guritan. Michel Villermoz étant celui qui avait joué Ruy Blas à Sartrouville en 1990. La boucle est bouclée. Je voulais absolument qu'il soit avec nous et ça l'a beaucoup fait rigoler de jouer Guritan qui est quand même le vieillard rigolo de l'histoire. Et vous-même d'ailleurs. Ah oui, moi qu'est-ce que je joue déjà? Vous jouez aussi. Je joue. Tu fais les didascalies. Je fais les didascalies, mais surtout non, je joue un truc. Attends, comme quoi, tu vois? Parce qu'on l'a enregistré, on l'a pas enregistré la semaine dernière, on l'a enregistré il y a quelque temps. Ne soyez pas vexés, vous allez voir, j'ai beaucoup vieilli depuis. Qu'est-ce que je joue? Je jouais Gudiel, je crois. Je jouais Gudiel. Oui, c'est possible. Je me souviens pas trop de ce que je jouais. C'est intéressant, hein, mais je faisais surtout la direction d'acteur. Je dois pas jouer quelque chose de tout à fait. Je jouais un ministre forcément, puisqu'il y a des ministres. Donc je jouais un ministre. Je devais faire Gudiel, mais je devais faire un ministre véreux.
puisqu'on n'avait rien coupé. Donc il y a quand même des ministres qui se partagent l'Espagne quand même en lambeaux, voilà. Donc ce travail à table, ça consiste à indiquer quels sont les axes. Qu'est-ce qu'il faudrait pouvoir entendre? C'est quoi la nature même de l'œuvre? Et moi, en général, je travaille une semaine à la table quand je monte un spectacle. Et au bout d'une semaine, on finit par une lecture totale de la pièce pour voir ce qui reste de ce qu'on a pu se raconter, de ce qu'on a pu tâtonner, parce qu'on a d'abord lu une première fois doucement, puis une première fois en entier, puis après, on va lire un petit peu doucement chaque scène. Je vais pas mal interrompre, donner mes références, détailler. Et puis après, avant de se lever pour aller imaginer des mouvements, des actions et tout ça, on regarde ce qu'il reste. Une forme de musique, une première musique. Une première, oui, musique. Je sais pas exactement si on pourrait dire le mot musique, parce que c'est un peu quand on dit qu'un acteur chante ou qu'un acteur a une musique, c'est pas très bon signe en général. Non, c'est une question de rythme, mais je pensais plutôt. Voilà, mais plus d'enjeux. Ouais. C'est-à-dire plus d'enjeux. Quand Ruy Blas dit bon appétit messieurs, il veut leur faire peur, il veut les impressionner, il va prendre sa part en dessous. Pourquoi? Comment? Est-ce que c'est un coup d'éclat? Est-ce que c'est un coup sourd? Est-ce qu'il est en colère? C'est ça les choix de dramaturgie. Et puis après, on écoute le résultat et après, on dit, voilà, maintenant, il reste plus qu'à se lever, trouver des mouvements, trouver des actions, trouver un décor, trouver des costumes, et puis on jouera dans 1 mois et demi. Tous les théâtres à la table que j'ai pu diriger, c'est ça l'idée. L'idée, c'est de dire, ce qui est capté, c'est le résultat d'une semaine de répétition, ce qui correspond exactement au temps de répétition qu'on a, parce qu'on a quand même de la répétition, les après-midi et tout ça. Et donc, que ce soit le Sicilien, que ce soit les fausses confidences, j'en ai fait un autre, je sais pas où c'est. Trouvez-moi, vous n'avez pas trouvé, vous avez cherché, vous avez Internet, ils ont tous Internet là derrière nous et dites-moi le 4e théâtre à table que j'ai, c'est honteux, je m'en souviens pas. Et ça me revient pas comme ça, mais comme on oublie le prénom de ses parents et voilà. Et donc, théoriquement, on entend l'axe, en fait. Oui. Voilà. Donc, c'est pas tant une interprétation qu'un point de vue. Moi, déjà. Qu'un point de vue. Oui. Voilà. Ouais. Filmé par Clément Gobert. Ouais, filmé par Clément Gobert. Super, mais moi, je m'astreins, alors, peut-être, sur Ruy Blas, c'est un peu triché parce qu'il y avait une table. Par exemple, comme les actes sont très très différents et que je voulais absolument montrer qu'il y avait une écriture différente entre chaque acte, contrairement à mon habitude, où on reste tous autour de la table tout le temps, là, pour des questions de compréhension, les gens n'arrivent autour de la table acte par acte. C'est-à-dire qu'ils ne sortent pas selon les scènes, mais disons qu'il y a table du 1, table du 2, table du 3, table du 4 et table du 5. Donc ça, par exemple, j'ai cédé mais j'ai jamais fait de théâtre autour de la table, mais j'ai toujours fait du théâtre à table. À la table. Voilà, donc les mouvements chez moi sont assez, bien sûr, les caprices de Marianne, merci. Ça y est, j'ai trouvé. C'est mon dernier, et il y avait pas de table. Je suis allé, on a mais oui, ça l'année c'était dernière. circulaire. Et j'ai fait une très grande table, et comme on n'en avait pas, elle est virtuelle, il n'y a pas de table. Non, mais en plus, c'est un souvenir extraordinaire. J'ai adoré. Voilà. Donc, j'ai retrouvé, j'en ai bien fait 4. Et le dernier, c'était Musset, et c'était magnifique. Peut-être c'est encore en ligne, et c'était, oui, sûrement. C'était superbe. Ce qui est passionnant par rapport aux jeunes, mais au public, au grand public, parce qu'en fait, toutes les actions qu'on mène à destination des jeunes touchent aussi, d'une manière ou d'une autre, par ricochet, le public individuel. C'est toute la vertu de la médiation culturelle, c'est en travaillant sur une typologie de public, en fait, s'adresser au plus grand nombre. Ce qui est passionnant avec ces théâtres à la table, c'est que le livre est au cœur du dispositif. Et que le comédien est vu en tant qu'acteur, mais je dirais presque avant tout en tant que lecteur. Et ça, je trouve que politiquement, ça peut pas faire de mal. Et je trouve que c'est très important de voir toute l'humilité du comédien, qui est parfois un peu faussée, on le sait bien parce qu'il a répété, etc. Mais dans un dépouillement assez total, être face à son texte, triturer le texte, le prendre en main, le poser à la table. En tout cas, le texte est au cœur de la pratique théâtrale. Et le travail. Et le travail. Oui, mais c'est très intéressant. Et moi, j'aime bien, pour revenir par l'école, je sais, par exemple, moi, j'encourage les enseignants qui travailleraient sur un extrait d'une pièce ou même une pièce en entier,
pour s'ils ont accès à ce théâtre à table, ça dure le temps de la pièce, hein, de dire bah voilà, eux aussi ils se posent des questions. Comment ils ont résolu ça? Comment ils ont ce poème? À un moment donné, on a fait des poèmes à table aussi qui sont pas toujours forcément réussis. Par exemple, ceux que j'ai enregistrés, vraiment, j'en avais enregistré 5 ou 6. Moi, il y en a 2, vraiment, je dis ah bon, mais c'était mon point de vue. En tout cas, c'était un geste. Je dis pas que c'est réussi, parce que moi-même, je me trompe un peu, mais par exemple, ça a une vertu de dire bon bah le pont Mirabeau, bon bah moi je le lis comme ça, toi tu le lis comme ça, bon bah lui il est professionnel, comment il le lit? Ah, c'est bizarre quand même. Mais en tout cas, il a l'air de se lancer. Ouais. Il se lance à l'aventure. Ouais, et c'est vrai ce que dit Marine, parce que ce rapport au texte, il est très... justement, pour revenir à Musset, les caprices, j'avais même l'idée qu'à chaque fois que... Alors, on n'a pas gardé parce qu'il y avait du bruit et puis c'était compliqué, mais dans ce cercle, à chaque page lue, on les jetait sur le sol, si bien qu'à la fin, Octave était couché sur le texte lui-même. C'est-à-dire que c'était des feuilles mortes, les fameuses feuilles mortes de Cyrano, parce qu'évidemment, dans Cyrano, là maintenant, les fameuses feuilles mortes de Cyrano devenaient des feuilles de livres ou de brochures. Voilà. Puis on voit même dans les théâtres à table, si on observe, on voit les stabilos, par exemple, parce que chacun a sa manière d'avoir son rapport à sa propre brochure. Et petite anecdote très rigolote. On n'est pas pressé là, je joue que dans non, c'est ça. Oui. On n'a pas parlé de Ruy Blas, mais petite anecdote. Je suis tombé tout à l'heure en salle de répétition de Cyrano de Bergerac, mais on commence à répéter Emmanuel Domas, sur un texte de Cyrano. Tout est stabilo-bossé en jaune. Tous les personnages. Mais donc, et pas les didascalies quand même, mais et on se dit mais à quoi ça sert? Voilà, donc je ne sais pas si c'est l'œuvre d'un obsédé qui, quand il lit, mais quand il apprend, mais non, il peut pas apprendre, il apprend pas tous les rôles. Pas tout à fait. Donc voilà, donc avis aux amateurs, si quelqu'un m'écoute et c'est lui qui a fait ça, je voudrais savoir pourquoi il a fait ça. Ça n'a aucun sens. Manière de s'approprier. Je suis pas du tout sérieux comme toi. Et après, moi, je voudrais revenir sur le travail de Clément Gobert qui est assez formidable, parce que pour ces théâtres à la table. Il a un langage cinématographique. Oui, il a trouvé son écriture. Oui, de chant contre chant, face public, face caméra. Et ça, c'est un langage que le grand public, et notamment les jeunes, connaît. Et ça, je trouve que c'est très intelligent d'avoir su mêler à la fois une représentation de l'acteur lisant, toujours avec le texte, et en même temps tout un vocabulaire, c'est-à-dire tout un code de représentation qui relève du cinéma. Et lui-même est très à l'écoute de la dramaturgie. Moi, justement, j'en ai fait 4 à chaque fois. On parle et je lui raconte ce que je voudrais qu'il ressorte. Et la lumière est travaillée très en ce sens, les atmosphères, par exemple pour Ruy Blas, pour revenir à Ruy Blas, puisque une des caractéristiques principales de Ruy Blas, c'est que, on va dire, il y a un acte comique, un acte dramatique, un acte tragique, un acte pathétique, et donc c'est très important. C'est pas du tout la même atmosphère, c'est même pas le style, pas les mêmes personnages. Et donc la lumière a été travaillée en ce sens. On change. En fonction de ce qu'on cherche, et il est très à l'écoute. Il est très à l'écoute dans sa lumière et même dans sa réalisation, sans nuire, parce que il n'essaye pas des grands plans d'ensemble. Il y a les plans d'écoute, c'est assez intéressant. Ça, c'est beau. Oui. Donc voilà, donc c'est vrai que son travail, il a à peu près compris il a très bien compris notre manière de faire. Alors c'est vrai qu'il y a d'autres théâtres à table qui sont beaucoup plus montés, beaucoup plus avec des mouvements de caméra, des mouvements plus précis. Moi, j'ai essayé absolument de garder ce côté table, même si je le supprimais. Et c'est vrai que je me permets d'ajouter un point parce que Nicolas parlait d'écoute. Ce que je trouve très intéressant dans la grammaire de Clément Gobert, c'est que c'est très rythmé. Il a su vraiment, je trouve, impulser un rythme qui colle très bien à la plupart des théâtres à la table. Et ce qui est intéressant, c'est que par son jeu du gros plan, du plan large, du chant contre chant, eh bien, on a tantôt le comédien qui joue le personnage, qui campe son personnage, et tantôt le comédien public.
Jusqu'à rigoler de l'intonation prise par le copain ou la copine. Oui, ça c'est très intime. Oui, parce que c'est nouveau, parce que c'est une manière de c'est très frais. Hein, on travaille une semaine, hein, donc quand les gens se. Et puis, faut bien ne jamais oublier, ce n'est absolument pas monté. Oui. C'est-à-dire que nous, on dit go. Voilà. Que ce soit en direct ou pas, c'est la même chose. Il n'y a pas de plan de coupe. C'est pas monté, c'est monté en direct. À la réalisation par Clément, on bafouille, on reprend, on comprend pas. Et ça, c'est très important parce que ça rapproche du théâtre. C'est ce qui fait le prix aussi de justement. Ça rapproche du théâtre parce que sinon, ça serait quand même un peu plus, comment dire, aseptisé. Il y a des, parce qu'on voit les acteurs travailler aussi, c'est-à-dire qu'on voit les acteurs essayer de se souvenir de ce qui a été dit et de se lancer à l'aventure justement sans maîtrise. Il y a un côté, course de ski il y a un côté sans reconnaissance quoi. On y va et à un moment donné le virage on l'a jamais pris. On sait qu'il est là. Mais on l'a jamais pris. Si on va un peu vite, on peut tomber. Et ça a un rythme effréné quand même, ces théâtres à la table, parce que donc le premier, c'est cette semaine le 5, et puis dès le 19 octobre, l'île aux esclaves. Donc là, on est toujours sur ce thème du baccalauréat, maître et esclave. Marivaux, c'est Eric Ruff, je crois, qui est la maître et valet, peut-être que maître et esclave. Maître et esclave, c'est pas mal. Maître et valet. Maître et esclave, c'est dur. Mais... Non, mais parce que j'étais sur l'île aux esclaves. Mais maître et esclave, disons que c'est plus fort. Oui, tout à fait. Bon, alors, le 2 novembre, il y en aura un autre. Enfin, ça, ce sera autre chose, assez exceptionnel. Ce sera un hommage à Patrice Chéreau. Le 16 novembre, ce sera La Fosse suivante. Le 7 décembre, Olympe de Gouges, qui est également au programme du bac. Voilà. Donc, évidemment, on peut pas tout détailler parce que c'est pléthorique. Il y a énormément de choses, mais voilà, c'est gratuit. Ça existe sur le site, sur la chaîne YouTube de la Comédie Française. Et c'est vrai que s'agrège à tout ça des rencontres aussi, beaucoup de documentation qui nous permettent d'apprendre beaucoup de choses pour les enseignants, pour les élèves, lycéens, étudiants, pour aussi les spectateurs. Et dans cette idée, Marine et Nicolas, aussi d'avoir des spectateurs de demain. Il y a une école du spectateur en fait. On peut aussi, j'allais dire, former le spectateur par tous ces regards plus ou moins de biais, plus ou moins sensibles. Je suis pas la bonne personne, moi je suis toujours très inquiet quand j'entends le mot école du spectateur. Pourquoi ? Parce que ça sous-tendrait que lorsqu'on va au spectacle, on reste un élève. On est à l'école. Or, justement, s'il y a bien un moment donné où on n'y est pas, je pense, c'est quand on regarde un spectacle de théâtre. Maintenant, être spectateur, pour autant, c'est ça qui est étonnant, c'est que pour autant, être spectateur peut s'apprendre un peu. Mais ça s'apprend pas au moment où on l'est, de mon point de vue. C'est-à-dire que j'adorais, on avait rencontré une enseignante du 18e qui avait donné les règles du spectateur. Alors c'était super à ses élèves. Alors elle avait dit on a le droit de détester la charte. Alors on a le droit de dormir. Ça c'est super. Si on ne ronfle pas, on a le droit de dormir. On a le droit de ne pas aimer. Par contre, on n'a pas le droit de ne pas essayer d'écouter. C'est-à-dire on essaye de se laisser convaincre et ainsi de suite. Et après on verra plus tard. Mais je sais pas, je ne sais pas si les spectateurs plus tard reviennent au théâtre parce qu'ils y sont allés, ou alors c'est le hasard, sans doute. Il y a quelque chose. Moi je dis que justement, quand on est assis dans la salle et que le rideau se lève, on n'est plus à l'école. Normalement, on doit se laisser faire, et puis normalement le voyage est organisé, quoi. C'est-à-dire que normalement tout est prévu. Laissez-vous faire, les paysages vont arriver. Nous, on est heureux lorsque le spectateur ressort de là en disant j'ai voyagé, j'ai été ému, j'ai vécu ce que vous aviez prévu pour moi. Parce que tout est prévu. Tout est prévu. C'est ça, les répétitions, l'obsession d'un spectacle, c'est de dire les spectateurs, on les attrape à un point A, on les amène à un point B, en passant par toutes ces émotions-là. C'est des émotions, c'est pas didactique, c'est pas, moi, de mon point de vue, le théâtre, il doit pas, c'est sensitif. Si d'un seul coup ça donne envie d'aller plus loin, ça donne envie de relire cet auteur, tant mieux. Mais c'est pas ça donc l'école du spectateur. Évidemment que dans les théâtres, les services éducatifs, évidemment que les jeunes publics, on préfère qu'ils soient là parce que s'ils sont pas là, ça fait des places vides. Bon, nous c'est un mauvais exemple parce que à la limite, on n'aurait pas besoin
On n'aurait pas besoin du jeune public pour être tout plein. Mais maintenant, on est très content qu'il soit là. Mais j'ai toujours un peu l'angoisse avec le mot école du spectateur. Et en même temps, un des grands maîtres à penser du théâtre, c'est Bernard Dort. Et Bernard Dort, il écrivait on ne naît pas Haïté, NAIT, on ne naît pas spectateur, on le devient. Et je crois que la Comédie Française, elle a cette mission de transformer des hommes, des femmes en spectatrices et spectateurs. Et je trouve qu'elle y parvient bien. On a des programmes de salles qui sont très généreux, avec des belles photos de spectacles. Je le dis parce que c'est pas le cas de tous les théâtres. Donc des programmes de salles délivrés gratuitement à l'ensemble des spectateurs. On a une programmation numérique qui complète, pour des spectateurs éloignés, une offre de spectacles en physique. On a des formats un peu particuliers, tels que l'université théâtrale. On a même des comédiens qui lisent de la poésie. On nous aurait dit il y a 20 ans que les comédiens français allaient lire les cahiers de Douai d'Arthur Rimbaud ou La rage d'expression de Francis Ponge. On en aurait rêvé, mais la recherche du temps perdu lue par les comédiens français, c'est exceptionnel. Oui, c'est exceptionnel, mais c'est vraiment une mission de service public. Oui, mais c'est pas l'école du spectateur. Et donc moi j'ajouterais. Si, c'est peut-être l'école du spectateur pour justement pour le coup en numérique, mais moi ce que j'ajoute, Nicolas, c'est que c'est pas tant le spectateur de demain que le spectateur d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est. Oui, alors ça me plaît. Alors d'accord. Si on. Ça, t'es d'accord? Oui, ça, je suis d'accord. Mais non, mais parce que voilà, c'est que une classe de première qui viendrait, moi je me dis pas, tiens, chouette, il est venu au spectacle, avec un peu de bol, il va revenir. Par contre, on a une grosse responsabilité, parce que moi, il y a certains spectacles que je vois. Pas ici, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Vraiment, ici, de spectacles, je les vois tous, les spectacles ici. Ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas de spectacle dans le genre que je vais vous raconter, que j'ai vu ici, il y a pas longtemps. Mais il y a certains spectacles où je me dis, par contre, là, gros dégâts sur les spectateurs. C'est-à-dire que j'imagine que si la première expérience du théâtre, c'est de voir ce spectacle-là, avant que ça recommence, c'est pas tous les jours. Donc, de ce point de vue-là, on a une grosse responsabilité aussi, parce que on accueille des gens. C'est comme en amour, hein, là. Si la première histoire d'amour elle était superbe, après on n'est pas totalement désespéré, même si on vit des histoires très malheureuses ou très désespérantes, on se dit que c'est possible. Si la première expérience elle est vraiment très dure et vraiment un peu sombre, on va avoir du mal à y croire quand même, de rechercher le bonheur, c'est toujours pareil. Et donc de ce point de vue-là, on a une grosse responsabilité sur les jeunes spectateurs, parce que il vaut mieux que la première expérience soit une expérience forte. Une expérience forte, sensuelle, sensitive, de joie, de bonheur, de rire, ou de grandes émotions, ça vaut mieux. Mais vaut mieux parce que sinon, ce spectateur-là, pour le coup, on va l'avoir perdu. Mais c'est pas pour ça qu'il sera tellement plus formé. J'ai toujours un peu mais c'est vrai que moi je regarde pas. C'est vrai que j'ai vu beaucoup de spectacles dans ma vie et que je regarde pas les spectacles comme quelqu'un qui n'irait jamais au théâtre. Donc, j'ai dit un peu de culture ne nuit pas, un peu de connaissance, un peu de pouvoir d'analyse. C'est pas tant, Nicolas, une question de connaissance, parce que moi je n'y crois pas trop. C'est une question de pratique culturelle. Et moi, c'est ce que je trouve jubilatoire dans ce théâtre à la table et dans cette programmation numérique. C'est que ça réactive une pratique artistique et notamment une pratique de lecture. Ça nous fait réentendre différemment les textes. Ça nous donne, par exemple, une prochaine rencontre qui réunira Véronique Vella, sociétaire de la Comédie Française, Juliette Noureddine, autour de Colette, cet inconnu. Mais c'est passionnant. Mais ça, je dis pas que c'est pas passionnant, mais c'est pas, on apprend plein de choses, mais c'est pas l'école du spectateur. C'est le spectateur, il apprend plein de trucs, mais c'est que ça nous donne à entendre différemment des œuvres, parce que on va entendre le texte. C'est le principe même de l'art dramatique. Oui, mais ce que je dis, c'est que on a une offre de médiation qui est très riche.
et qui nous donne toujours envie, tantôt de nous replonger ou de nous plonger, parce qu'on dit tout le temps qu'on relit, mais en fait, sincèrement, on lit plus qu'on ne relit. Mais à lire Arthur Rimbaud, à lire Hernani, Ruy Blas, Bon appétit messieurs. En fait, qu'est-ce que c'est que cette scène? Et voilà. Et en fait, de la réentendre jeudi prochain, c'est passionnant. Et ça complète une offre de spectacles physiques qui mêle du théâtre classique et du théâtre contemporain jusqu'à Claudine Galéa. Et ce grand écart est passionnant. Bien sûr, mais c'est tout à fait passionnant. Mais je revenais juste sur la notion. Non, mais j'ai compris. Vous inquiétez pas, on va faire une coupe. Je suis entièrement d'accord. On est en direct, donc on fera une coupe. Ça va, je ne me suis pas fait trop insulter à cause des caprices de Marianne. C'est complètement fou d'avoir oublié ça. Bon, il est temps que vous alliez dans votre loge, je pense. Mais attendez, on n'a pas parlé de Ruy Blas. On est au courant. Vous êtes au courant? En fait, finalement, on n'en a pas parlé de Ruy Blas. On ne sait pas ce que ça veut dire. Alors, c'est quoi l'histoire? Alors, hop. L'histoire, c'est super histoire. Vas-y. L'histoire, c'est Roger Bidochon, RB, donc Ruy Blas. Mais en fait, Blas, c'est un nom très populaire en Espagne. Parce que Victor Hugo a écrit des pièces espagnoles, mais en fait, c'est des pièces françaises. Toutes ces pièces italiennes, espagnoles, américaines, peu importe. Il n'y a pas de pièces américaines chez Victor Hugo, que ce soit clair. Mais ça se passe en France. Donc, au 19e. Mais bon, en vrai, théoriquement, Ruy Blas se passe en Espagne au 15e siècle, je crois. Mais en fait, en vrai, ça se passe en France au 19e. Peu importe. Donc, Roger Bidochon, là, qui est Ruy Blas, il est huissier à l'Élysée. Il est huissier chez le président, chez le roi. Il est huissier chez le roi et il fait rien. Il est là. Et en fait, lui, il est amoureux de la reine. Ce qui n'a aucun sens. Parce que, je veux dire, il est quand même huissier, il n'est pas grand-chose et tout ça. Et il se trouve que il va être poussé au pouvoir pour le bonheur d'une vengeance obscure de ce Don Salluste, qui lui-même, et ça, c'est mon idée, mais j'en suis certain, qui lui-même est très amoureux de cette reine. Parce que, en fait, la reine elle-même est pas nette, puisque elle renvoie ce Salluste, qui est le premier ministre du roi, tout ça parce qu'il aurait couché avec une soubrette, mais c'est très bizarre quand même alors que à l'époque, les ministres, ils couchaient tous avec toutes les soubrettes du monde. Donc c'est très bizarre que cette reine renvoie ce Salluste, tout ça parce que il aurait couché avec une reine. Avec une soubrette. Donc, le Salluste, il est renvoyé, il est très malheureux, et il va prendre ce bonhomme complètement par hasard qu'elle a, qui est l'huissier, qui est son valet, qui fait, tiens, voilà, en vrai, je te nomme Premier ministre par tout un tas de subterfuges. Il le substitue, d'abord, il propose la vengeance à son cousin, qui s'appelle César de Bazan. Le César de Bazan, il refuse. C'est un petit rigolo. Il le met aux galères, Salluste, César de Bazan. Et donc, il dit à Ruy Blas, maintenant, vous vous appelez César de Bazan. Et on apprend que ce Ruy Blas, il est très amoureux de la reine, ce qui est fou. Et il devient Premier ministre. Et alors la reine elle-même, qui reçoit des lettres enflammées, ver de terre amoureux d'une étoile, puisqu'il lui écrit « Je suis un petit ver de terre amoureux de vous, de votre étoile majesté ». Il lui écrit des lettres d'amour. Et donc elle-même est très amoureuse de lui. Et d'un seul coup, à la faveur d'un coup d'éclat, où il pique une gueulante contre les ministres qui se partagent les biens de l'État, cette fameuse grande réplique « Bon appétit, messieurs, allez-y, servez-vous ». Il fait un coup d'éclat extraordinaire. La reine sort de derrière un rideau, fait « Vous êtes génial. Pourquoi vous êtes si génial ?» Il lui dit « Parce que je vous aime » et tout, c'est magnifique. Et ils s'embrassent et lui dit « Magnifique ». Et lui dit « Donc je marche vivant dans mon rêve étoilé ». Voilà, il est très heureux, tout est beau. Et là, Salluste revient et dit « C'est pas le tout, mais voilà, vous calmez mon petit bonhomme, parce que maintenant je vais faire ma vengeance. » Et donc le but du jeu, c'est de faire la vengeance, et il amène la reine chez le Premier ministre, il envoie ses sbires, les paparazzis, tac, ça y est, elle est cuite, elle est découverte chez Salluste, son avenir est compromis, son honneur est à terre, et tout va mal se finir, sauf que Ruy Blas se révolte, dit écoutez, puisque tout est foutu, donc il assassine le Salluste et il se suicide. Après.
Alors, il se suicide d'abord, il avale du poison, mais chez Victor Hugo, c'est très commode. On avale du poison, mais après, on a un laps de temps, oui. on a un laps de temps plus ou moins long pour faire ce qu'on a à faire. Et c'est super. Comme ça, non, d'ailleurs, dans Ruy Blas, c'est pas comme dans Rien à dire. Dans Ruy Blas, il se tue après avoir tué Salluste. Il assassine Salluste, et après, la reine, horrifiée devant ce meurtre, lui dit, mais qu'avez-vous fait? Il fait, ne t'inquiète pas, je ne vais pas t'embêter très longtemps, et tout sera secret, et il s'empoisonne. Et la reine crie Ruy Blas, et lui dit merci. La fin de Ruy Blas, c'est Ruy Blas, merci. Voilà. Parce qu'elle l'a nommé Ruy Blas, puisque jusqu'ici, elle ne le nommait que Don César, puisqu'elle ne le connaissait pas sous son vrai nom. C'est une histoire incroyable. Et c'est formidable. Et c'est jeudi à 20h30. C'est un policier, j'adore cette histoire. Écrit en alexandrin. Oui. 12 syllabes, mais qu'on reconnaît pas tout le temps. Des fois oui, mais des fois non. Ça, c'est Victor Hugo. Ça faudra faire un théâtre à table entier sur les alexandrins de Victor Hugo. Les virgules. Enfin, un théâtre à table, comment ça s'appelle ici? Mais quelle comédie. Bon, rendez-vous jeudi à 20h30. Et Jean Chevalier est génial. Il est très content. Il est formidable. Mais ils sont tous. Ils sont tous super. Et Julie Sicard est, comme toujours, époustouflante. Ouais. Et moi, je ne sais plus ce que je fais, mais on redécouvrira. Non, sans doute pas. Un grand merci. Maintenant, avec plaisir. Une belle puce. Ouais, la puce à l'oreille je me maquille maintenant. Voilà. Et merci Marine. Merci Judith. Merci aussi évidemment à toute l'équipe qui rend ça possible toutes les semaines. Merci beaucoup. Bientôt. Ouais, et à bientôt. Vanessa Freinet, Andrea Villechange, Zélie d'Allemagne, et la semaine prochaine, rendez-vous 19h avec Béline Dola. On va y arriver quand même. Sinon coupez, supprimez ça tout de suite.